Et ce matin, attention, parmi les gens qui vont nous texter, à partir de là, à partir de 7h27 ce matin, les gens qui vont nous texter via notre application, vous avez peut-être déjà le numéro d'enregistrer dans votre téléphone cellulaire ou peu importe. Alors, dès que vous m'envoyez un texto, très important, ça prend votre prénom. Alors, les gens qui vont me texter à partir de maintenant, jusqu'à 9h, jusqu'à la conclusion de mon show, et qui vont inscrire leur prénom dans le texto pour me saluer, faire un coucou, me dire d'où vous m'écoutez, vous voulez commenter l'actualité, ce que vous allez entendre, etc. Eh bien, on va attribuer, d'ici la fin du show, donc vers la fin du show, vous comprendrez, puis c'est facile de le faire parce qu'on a les dates, nous, l'heure, etc. Je vais attribuer un beau 50 $ à la fromagerie Victoria, certificat cadeau. Les gens qui vont me texter, fromagerie Victoria, dans la belle grande région de Québec. Alors, ce qu'on va faire, c'est que je prendrai vos coordonnées. Je vais donner ça à Michael. Donc, c'est sa fête aujourd'hui. On le salue. L'un des Manitou, comment je pourrais dire ça, très secret, en privé, derrière les caméras, là, Bertrand. Alors, Michael aime ça rester dans l'ombre un peu, mais dans le bon sens du terme. Il est une des personnes très importantes en ce qui concerne le Radio Crash. Donc, on le salue, là, sérieusement. Alors, Michael, qui est impliqué dans quelques restaurants. Donc, il m'a appelé hier et il dit, regarde, il dit, on va gâter un peu tes auditeurs qui augmentent à chaque jour. Donc, je le répète, jusqu'à 9h, les gens qui vont me texter, on va attribuer au hasard un 50 $ à la fromagerie Victoria. Puis, vous comprendrez que 50 $, là, ça se prend bien et pas à peu près, là. Alors, vous avez une petite activité de prévue, vous arrêtez de manger à la fromagerie Victoria, vous allez faire votre activité ou en revenant du cinéma, peu importe. Ça se prend toujours très, très bien. OK, merci d'être là. Beaucoup de stock dans l'actualité, beaucoup de choses. On est là pour vous parler, on est là pour starter votre journée, puis très content de le faire en votre présence. Je vous parlais de température un peu plus tôt. Du côté de Montréal, c'est presque moins 20, beaucoup plus froid, un peu plus froid qu'à Québec. Là, on a moins 16 degrés. La bonne nouvelle du côté de Québec, c'est si ça ne change pas, mais oui, ça a le temps de changer. Mais pour l'instant, les prévisions, c'est du soleil mur à mur jusqu'à lundi prochain. Aujourd'hui, moins 14, demain, moins 13, jeudi, moins 14, vendredi, moins 12, moins 10 en fin de semaine, samedi, et moins 8 dimanche. Donc, à court et moyen terme, il y a deux bonnes nouvelles. Les températures vont s'adoucir tranquillement, mais sûrement, et normalement, le soleil devrait s'installer pour plusieurs jours, alors ce qui va éviter les précipitations de neige, entre autres. Et je vous rappelle qu'hier, à Toronto, ça a joué entre 40 et 60 cm de neige. C'est quand même pas rien. Du côté de Montréal, c'est presque un copier-coller. La seule différence, c'est que jeudi, il y aura quelques nuages et vendredi, on parle d'une journée nuageuse à moins 13 degrés, mais encore une fois, ça a le temps de changer de ce côté-là. Bref, on va suivre ça avec beaucoup d'intérêt. Vous savez, la température, la météo au Québec, c'est viscéral, hein? Ça fait partie de notre vie et pas à peu près. Deux choses, parce que ça commence à être intéressant au niveau en ce qui concerne la politique provinciale, puis la politique au fédéral. On va en parler d'ailleurs, j'imagine, avec François dans les prochaines minutes. Mais Simon Jolin Barrette a donné une entrevue exclusive hier à Alain Laforêt de TVA, LCN, Québécois, etc. Et puis, selon lui, Simon Jolin Barrette, décision extrêmement difficile, on peut le comprendre. C'est la plus grosse décision que j'ai prise de ma carrière politique, de ne pas me présenter à la chefferie cette fois-ci. C'est tranché parce que, tu sais, père de deux jeunes enfants, 4 et 8 ans, il y en a un qui est né dans son deuxième mandat. Un peu, ça ressemble beaucoup quand même, entre autres, à Geneviève Guilbeault. On peut faire un parallèle avec l'âge des enfants. Je pense que du côté de Geneviève, c'est un petit peu plus vieux, mais pas beaucoup, à tout le moins sur un des deux enfants. Mais bref, il a quand même été nommé ministre très jeune, Simon Jolin Barrette. C'est devenu une superstar quand même assez vite dans ce gouvernement-là. Alors, lui, il a décidé de rester sur les lignes de côté. On peut penser aussi que le timing, parce que là où c'est difficile, c'est plus rien qu'une course à la chefferie. C'est une course pour être nommé et assermenté premier ou première ministre du Québec. C'est ça, je vous disais. C'est pas rien que tu vas gagner un gâteau, c'est qu'on met beaucoup de cerises sur le gâteau. Alors, à partir du moment où tu deviens chef et tu es assermenté, tu es dans l'histoire pour le reste de ta vie, et pour le reste de l'histoire, pour le reste de l'humanité. Parce que tu sois premier ministre 1 heure, 1 semaine, 1 mois ou 1 an,
Ben, si c'est. Là, puis je donne un chiffre au hasard. Je n'ai pas été voir c'est le combientième, là. Mais mettons que c'est le 68e premier ministre de l'histoire du Québec, mettons. Ben, t'es dans l'histoire. T'es dans les livres d'histoire. Alors, c'est là que ça devient intéressant. Ça, c'est le côté peut-être le fun de cette job-là. Le côté plate, ben, qu'est-ce qui va arriver à la campagne électorale? Puis hier, je vous parlais de stratégie et je vous parlais de sondage. Je vous disais de surveiller le ou les premiers sondages qui vont suivre la course à la chefferie. Parce que c'est sûr qu'il va y avoir des sondages. Mettons, Christine Fréchette nommée donc chef du parti de la CAQ. Alors, si jamais il y avait des élections provinciales, la CAQ aurait maintenant 18 %. Mettons que c'est Bernard Drinville, mettons 17 %. Alors, si les aiguilles montent, eux, ils vont peut-être être tentés de devancer les élections qui, normalement, devraient être déclenchées. Je pense que c'est le 2 ou le 5 octobre. Mais là où il y a peut-être un peu d'ombre qui pourrait arriver dans toute cette affaire-là, puis attendez un petit peu, là, il faut que je sois un gars. C'est très difficile pour un gars de faire deux choses en même temps. Mais je vais envoyer un petit coucou à M. François Lambert, qui doit être en train de nous écouter. Voilà, je vais l'appeler pendant que je vous parle. Et ce qui va être difficile, c'est qu'il pourrait y avoir l'ombre des fédéraux, en ce qui concerne le fédéral, des libéraux fédéraux. Pourquoi? Parce qu'on a tendance à oublier que c'est un gouvernement minoritaire. Bon, c'est un gouvernement minoritaire quand même fort. C'est pour ça qu'ils sont en train de cruiser les conservateurs et pas à peu près. Mais c'est quand même un gouvernement minoritaire. Alors, on pense que Mark Carney, si les aiguilles bougent en sa faveur, il serait peut-être tenté de déclencher une élection ce printemps. Fait que vous comprendrez que si jamais on part en élection du côté fédéral, je ne sais pas, au mois de mai, ça va être difficile pour la CAQ et à Québec de déclencher quelque chose. On va devoir attendre. Donc, c'est pour ça que c'est un peu un cadeau de grec, cette nomination, cette course à la chefferie du côté de la CAQ. Puis tiens, pour savoir ce qu'il en pense, j'imagine qu'il y a un grain de sel à dire là-dessus. François Lambert, que vous connaissez très bien, homme d'affaires, invité vedette de Big... comment on appelle ça déjà? Le Big quoi, là? Big Brother. Big Brother et invité vedette d'un souper presque parfait. Bref, un homme presque parfait, mesdames. Il est à marier, mais il est déjà pris. Salut, comment est-ce qu'il va? Ça va bien, merci. Merci d'être là, puis d'être là tôt, puis de commencer le show avec moi. Je voulais changer un peu l'habitude. Tu sais, l'habitude, même dans les communications, j'aime ça surprendre un peu les gens. Puis là, les gens sont habitués d'avoir mon laïus de début de show. Mais non, je voulais faire un petit peu ça différent avec toi. Puis j'apprécie beaucoup ta présence ce matin. François avait tellement hâte de nous parler, chers auditeurs et auditrices de Radio Crash. Lui, il était prêt à me parler la semaine passée. J'ai dû le rappeler à l'ordre parce que je lui ai dit, François, c'était toutes les 2 semaines. Alors, il avait hâte de nous parler. Non, blague à part. Course à la chefferie. On va commencer avec la CAQ. La course à la chefferie, parce que moi, comme je disais à ma gang, c'est pas juste d'être nommé chef d'un parti, c'est qu'à partir du moment où celui entre Christine et Bernard va gagner la prochaine course, c'est que tu es assermenté puis tu deviens premier ou première ministre du Québec. Fait que tu es dans l'histoire pour le reste de l'humanité, là. Oui. Bien, c'est ça aussi qui fait que c'est une course un peu bizarre parce que c'est pas les meilleurs qui sont là. C'est pas pour s'en aller en campagne électorale. On le sait que c'est un parti qui est sur le déclin. On peut plus se le cacher. Il en restera pas grand-chose du parti. Mais le trip de passer à l'histoire est quand même assez intéressant. Et c'est pour ça qu'ils ont mis une clause qui n'a pas de bon sens d'avoir 15 députés, 1000 signataires, 15 députés qui signent, 1000 signataires. C'est presque une clause anti-Olivier Primo qui aurait pu vivre le trip d'être premier ministre pendant 6 mois ou une Hélène Boudreau, des gens avec un gros reach, auraient pu devenir premier ministre pour une période de temps. Bon, eux autres, ils se sont dit, on garde ça en famille. C'est ce qu'ils se sont dit, là. Oui, puis j'aurais aimé ça avoir une vraie course. Parce que, bon, OK, Olivier Primo, est-ce qu'il est prêt à prendre, il a dit lui-même qu'il n'est pas prêt à devenir premier ministre, il était réaliste, puis de toute façon, même s'il avait voulu, être premier ministre, Olivier Primo, il reste qu'il y a des entreprises à s'occuper. Moi-même, mettons, je me dis, hey, c'est un méchant trip, là, j'utilise tout mon réseau, puis on en fait une blague de cette campagne-là, on aurait pu en faire une, et j'aurais pu me ramasser peut-être premier ministre si toute ma gang, mon reach aurait voté pour moi pour donner un coup de pied dans le cadre. Donc, je suis pas contre tout à fait, mais je trouve ça un peu bizarre de mettre des règles avant même la course. Maintenant, bon, c'est Bernard ou Christine Fréchette.
Christine, elle n'a pas de tonus. Tu sais, avant que Pierre Fitzgibbon débarque, elle n'était pas là dans l'histoire, là. Pierre Fitzgibbon est parti, François Legault l'a amené à l'économie, et voilà, maintenant, prend le relais. Elle mentionne encore, j'ai écouté en entrevue hier, elle mentionne encore que la filière batterie est un maudit bon coup. Là, à un moment donné, il va falloir que la CAQ fasse un mea culpa pour dire on s'est planté royalement avec la filière batterie. C'était une erreur. Il va falloir qu'il l'admette. Bernard, il sait parler. Tu sais, Bernard, il est capable de parler, il y a du tonus. Mais est-ce que Bernard est plus intéressé à devenir premier ministre que chef de la CAQ? Soyons honnêtes, là, c'est un trip énorme de pouvoir dire que tu étais premier ministre. Donc, je n'y crois pas à cette campagne-là tellement. La vraie campagne va être après les élections. Qui va rester de la CAQ et qui va prendre le relais? Parce que si un des deux se fait battre, est-ce qu'ils sont morts, là? Ils ne resteront pas chefs de la CAQ. Donc, ton point est excellent, ou tes points, et c'est pour ça que l'hésitation de Simon Jolin Barrette, tu sais, en bon français, puis je le dis avec beaucoup d'amour, là, c'est pratique d'avoir des enfants en bas âge quand c'est le temps de prendre ce genre de décision-là, parce que lui, il peut, et je le comprends très bien, je suis père de famille, t'es père de famille, mais on s'entend que si Simon Jolin Barrette a un ado de 16 ans dans la maison comme moi, probablement qu'il se lance. Mais de l'autre côté, la question que je me pose, justement, tu viens de le dire, mettons qu'il attend, là. Il attend que l'un des deux se pète la gueule, parce que à moins d'un revirement spectaculaire, même si je ne crois pas que la CAQ va disparaître de l'échiquier politique au Québec, ils vont manger probablement une volée. Lui, il se dit, cet automne, on va venir me chercher et je serai le sauveur et le rebâtisseur de la CAQ. As-tu l'impression que c'est ça qu'il se dit? Écoute, je fais les débatteurs 2-3 fois par semaine, et la semaine passée, ou il y a 2 semaines, j'avais dit à Michel Bérard, l'animateur, moi, je pense que Simon Jolin Barrette doit passer son tour. Je ne le vois pas dans la course, il va aller juste se péter la gueule inutilement. Et quand il ne s'est pas présenté, j'ai pas vu Michel encore, mais j'ai hâte de voir Michel pour dire, je te l'avais dit, c'est toujours le fun de dire quelque chose puis ça arrive. Parce que, bon, les gens se présentent en politique parce qu'ils n'ont pas d'enfants. Les gens se retirent de la politique quand ils savent qu'ils vont perdre parce qu'ils ont des enfants. Les enfants ont le dos large énormément. Si Jolin Barrette est sur un gouvernement en lancé, ses enfants ne sont pas un obstacle pour qu'il se présente premier ministre et qu'il aille gagner le prochain. Mais il ne sera pas là. Jolin Barrette, on doit apprendre à le connaître. C'est un marabout, tu sais. C'est un gars qui n'est pas facile. On l'a jamais vu vraiment sourire, être charismatique. Donc, il aurait peut-être pas passé cette fois-ci, mais puisque après ça, il y a des bonnes chances. Puis regarde, Bernard Drainville, c'est tout à fait le contraire. Sa famille est toute derrière lui. Il a mis toute la machine familiale pour l'aider à aller gagner cette course-là. Donc, je crois plus à la famille. Dès que tu mentionnes la famille, là, moi, je débarque de toutes les excuses parce qu'on l'a trop entendu. François, avant de revenir sur la course, sur Bernard Drainville, et je te poserai une question pour les deux, là, Christine Fréchette, les gens doivent savoir quelque chose de super important. Peut-être que les gens le savent déjà, puis je sais que toi, tu le sais déjà. On sait que Christine Fréchette a été dans le gouvernement Marois 2012-2014 comme directrice adjointe de cabinet du ministre des Relations internationales, Jean-François Lisée. Puis là, les gens, écoutez bien ça. Elle avait démissionné de son poste car elle ne pouvait cautionner le projet de la Charte des valeurs de qui? De Bernard Drainville, contre qui elle se présente. Puis là, on le sait, là, que Christine, avant les fêtes, est allée voir M. Kostinen, puis elle a posé la question, est-ce que François, finalement, va rester là? Puis là, Drainville, hier, disait, ouais, mais là, je pense qu'elle a peut-être été un peu avantagée. Nous autres, il a fallu... Donc, il y a déjà un petit feu qui brûle entre les deux, puis c'est pas nécessairement de l'amour, je pense, si on lit entre les lignes. Bien, dès que tu te présentes contre quelqu'un, puis elle avait été voir Legault, puis Legault semble la favoriser, ben, c'est sûr que Bernard va utiliser ça à son avantage. Ça ne sera pas une campagne si propre. C'est ça part propre, on s'aime, on est correct, mais ça va jouer du coude. Ça va jouer du coude à un moment donné pour dire, ben, elle n'a pas la compétence, elle est avec l'autre. Les deux, c'est des péquistes renouvelés, tout simplement. Donc, j'ai hâte de voir. Est-ce que ce futur premier ministre-là, première ministre, va changer quelque chose? Il va falloir que Christine Fréchette nous montre vraiment qu'elle est une femme d'opinion, une femme de position, de force,
Parce que là, en ce moment, elle parle tout le temps tranquillement. Tu sais, Bernard n'a pas eu peur de se mouiller pour dire, regarde, on n'atteindra pas les cibles de GES, ça ne donne rien d'essayer de rêver en couleur, de mettre des bâtons dans les roues des entreprises du Québec parce que le reste de la planète ne le fera pas. Il va falloir y aller plus tranquillement. Il n'a pas eu peur de se mouiller. Christine Fréchette, elle ne s'est pas mouillée sur rien, à part une seule affaire que je l'ai entendu se mouiller, de dire que de donner 7 millions aux Kings de Los Angeles pour qu'ils viennent à Québec est une erreur. C'est la seule chose qu'elle s'est mouillée. Je veux dire, ça prend pas... c'est pas une grosse affaire pour dire que ça n'avait pas de sens de donner 7 millions à une entreprise millionnaire. Là, non, pour se faire rire de nous autres. Si, oui. Donc, la question que je te pose avant de revenir sur les deux candidats individuellement, est-ce que pour la CAQ, point de vue stratégie, là, c'est ça que ça prend, où deux coqs vont se batailler puis les plumes vont revoler, ou on veut une petite parade dans le parc, une petite balade, les deux ils s'aiment, ils se minouchent, oui, Madame Fréchette, voulez-vous une petite gorgée d'eau, et on se rend jusqu'à la nomination. C'est quoi que ça prend pour que les gens se disent, attends un peu, là, oh, ça m'intéresse la CAQ, il est en train d'avoir un changement. C'est quoi que ça prend? On se fesse d'en face ou on se donne des tapes dans le dos pendant la course? Je pense que ça va se fesser d'en face. Mais je pense que malheureusement, mais c'est de façon polie, de façon violente, là, on se comprend. Tout à fait. Mais je pense sincèrement que pour redonner de l'élan, pour redonner un peu d'espoir, de ramener la CAQ aux premières pages des journaux, ça va prendre des petites claques d'en face. Parce que Christine Fréchette, elle a un avantage sur Bernard. C'est une femme. C'est peut-être ça qu'on va voir. Peut-être les militants vont voir ça, mais qu'est-ce qu'elle a à nous offrir? On ne l'a jamais vu. Tu sais, Pierre Fitzgibbon, là, je ne l'aimais pas. Je trouvais qu'elle dépensait beaucoup trop. Mais quand elle arrivait au micro, là, il n'avait pas peur de dire ça n'a pas de bon sens, ça n'a pas de bon sens. Puis on veut un premier ministre ou une première ministre qui est comme ça. Je veux voir le chien en dedans de Christine Fréchette qu'elle ne nous a pas montré et elle ne pourra pas diriger un pays, une province, pardon, comme ça. Elle va se faire manger à laine sur le dos par Paul Saint-Pierre Plamondon et par Charles Milliard. D'ailleurs, Paul Saint-Pierre et Charles Milliard font tout pour faire parler d'eux. Charles Milliard est déjà tombé dans l'oubli, imagine-toi. Complètement oublié, on n'entend plus parler. Ben là, avant de dire Charles Milliard, fais attention, il y a peut-être Mario Roy, là. Il n'est pas encore écarté avec ses 18 000 $ de dette. Il est encore là. Le parti n'a pas encore pris position. Hey, c'est innocent un peu, ça, là. Entre toi et moi. Oui, mais prenez position. C'est Charles Milliard. Il parle, puis je passe par-dessus dans les journaux parce que c'est pas important. Il essaie de se positionner contre Paul Saint-Pierre Plamondon. Ah oui. Paul Saint-Pierre Plamondon, il y a un nouveau os à mordre qui est Mark Cartney et ses erreurs historiques. Moi, j'ai le goût d'entendre là, de toute cette gang-là. Qu'est-ce que vous allez faire pour le Québec? Pourquoi le Québec va devenir riche? Pourquoi on serait mieux séparés? Pourquoi qu'on serait mieux de regarder avec la CAQ sous Christine Fréchette, sous Bernard Drainville? Pourquoi que François Legault n'a pas livré la marchandise, puis nous autres, on va la livrer? Malheureusement, à un moment donné, il faut qu'il lance François Legault en bas du boss parce que François Legault a amené la CAQ, c'est lui qui l'a fondée. Il l'a amené à un niveau de popularité sans précédent pour la faire descendre à des niveaux qui vont presque disparaître. Mais pourquoi? Parce qu'on ne les croit pas au niveau économie. Il devait être le parti économique. Ce parti-là nous a menti, a fait des mauvais placements. On n'a pas eu de retour sur notre investissement. Donc, qu'est-ce que Christine Fréchette a à dire sur l'administration actuelle qui s'en va de toute façon? Fait qu'à un moment donné, il faut que tu dises, on s'est trompé là-dessus, puis avec moi, on va aller plus loin. Elle n'aura pas le choix de le faire, puis ni Bernard Drainville, ils vont être capables d'aller là ou ils vont juste vouloir surfer pour être premier ministre pendant 6 mois? Parce que pendant que Paul Saint-Pierre Plamondon, en fin de semaine, je pense que c'était à Saint-Hyacinthe au Congrès, a nommé Mark Carney capitaine du nom, pour déjà avoir un pied dans la lutte référendaire. Il y a bien des Québécois dans leur salon parce qu'il faisait fret, fait qu'on est resté dans la maison en fin de semaine à se réchauffer au lieu de geler le cul. Fait que là, il y en a plein qui se sont dit, on a de la misère à payer notre loyer. On a de la misère à faire des épiceries comme on aimerait faire. On est obligé de dire aux plus jeunes, tu ne pourras plus jouer au hockey parce qu'il faut payer telle affaire. Alors, les vraies questions sont peut-être là. Puis je ne veux pas tomber dans facilité de la chose, sauf que je veux les entendre là-dessus aussi parce qu'on a un problème au Québec, on a un problème au Canada. Il y a de plus en plus de pauvreté. Je comprends que les riches
sont plus riches, ils s'enrichissent. Puis moi, j'ai des chums qui, je veux dire, qui ont bien plus peur de la fin du monde que de la fin du mois. Mais la réalité, c'est qu'il y en a beaucoup qui font les lignes pour aller chercher des bons alimentaires. Et ceux-là, Ouais. on a peur des nommer. Mais ils sont là, François. Tu n'es pas obligé d'être un mendiant ou de coucher dehors pour avoir de la pauvreté. Tu peux avoir une famille, 2 enfants, un bon galop, puis en arracher, puis pas à peu près, là. Je fais partie de ces familles-là parce que pas actuellement, là, je ne jouerai pas à pitié. Puis c'est vrai que les riches s'enrichissent. Dès que tu peux te mettre une scène de côté en ce moment avec depuis 5 ans et les marchés boursiers, ben c'est sûr que tu vas t'enrichir si tu as pu te mettre de l'argent de côté. C'est tout le monde qui nous écoute, qui ont pu mettre 1000 $, 100 $ de côté, s'est enrichi beaucoup plus que les gens qui ont de la misère à payer le loyer. Ouais. C'est bien évident, mais qu'est-ce qu'on fait pour eux autres? On est encore avec l'accessibilité de la maison. On parle encore aujourd'hui que si tu as 40 ans, tu n'as pas d'enfant, tu n'as pas de maison, écoute, tu es un loser dans la vie, là. Et c'est pas le cas. Les gens ont le droit de ne pas avoir d'enfants. Les gens ont le droit de ne pas vouloir vivre à la maison. Le problème, c'est qu'on ne s'est pas occupé de sensibiliser et d'aider les propriétaires, que ce soit d'avoir des blocs appartements. C'est pas d'avoir des blocs appartements. Tu es vu par la société comme un bandit. Tu es vu comme un voleur qui monte trop les loyers. Mais la réalité, c'est que les taxes augmentent, l'électricité augmente. Les locataires sont pris à gorge parce qu'ils ont voulu être riches en achetant des buildings parce qu'il y a beaucoup de ça qui traîne sur les réseaux sociaux, combien de portes que tu as, puis toute la patente. Donc, ils achètent. Ils n'ont pas de maudite scène pour l'entretenir, mais ils ont des buildings, puis ils s'en vendent qui ont des buildings. Et les loyers ont de la misère à payer. Mm-hmm. Mais sont où? Ils sont où les gouvernements pour arrêter de nous vendre le rêve de l'accès à la propriété? C'est pas grave. C'est pas grave. Ma blonde, elle vit dans un bloc. Elle est très heureuse. Il y a un problème d'eau, elle appelle le concierge. En 2 heures, il vient de l'arranger. Moi, j'ai un problème d'eau. Je suis obligé de trouver un pont. Ça m'est déjà arrivé un samedi soir que je suis obligé de trouver un plombier à 300 $ de l'heure qui vient te déboucher parce que tu n'as pas d'autre option. Mais tu sais, François, on va se dire une chose. Il y a des propriétaires de blocs appartements, des jeunes familles ou des jeunes couples, c'est-à-dire qui partent dans la vie, qui disent « Hey, on va investir ». Là, ils reçoivent un appel de Pauline, qui est leur locataire, qui dit « Hey, le chèque, au lieu du premier, là, on vous l'envoyer le 4 ». Ben, entre le 1 et le 4, moi, je connais des gens là, qui sont obligés de piger dans leur petit bas de laine personnel pour passer à travers ces 3 jours-là parce que Pauline n'est pas capable de payer à temps. C'est pas tout le monde qui se promène en BMW, là. Ben non, puis Pauline, elle s'est fait dire que les propriétaires sont tous riches, sont tous en train d'exploiter les locataires parce qu'ils ont augmenté les loyers. Donc, elle ne respecte pas son propriétaire. Donc, c'est pas grave qu'elle paye le 1, le 4, le 5. Elle peut bien l'étaler au courant du mois. Puis il y a une tendance sur TikTok que j'ai vue de plus en plus de gens qui s'en vont puis disent c'est pas important quand je vais payer le loyer. De toute façon, s'il m'amène à la régie du logement, j'ai juste à payer avant puis ça va s'annuler. Donc, il n'y a pas de respect envers les propriétaires. Puis il manque de propriétaires. Il manque de blocs. On a voulu construire des maisons puis des condos, mais Montréal est un gros problème d'accès à la propriété, accès au logement, point final. Donc, ces gens-là, qu'est-ce qu'on leur donne? Ils veulent pas. On veut leur donner quoi? Un crédit de taxe de TPS que Mark Carney a donné hier, ou on incite à bâtir. Le feu qu'il y a eu à Montréal la semaine passée, c'était un immeuble vacant. Quand je me promène hier, je me suis promené sur la rue Saint-Laurent, j'ai vu toutes sortes de magasins fermés. Sur l'avenue du Parc, il y a d'autres magasins. Puis vous en avez à Québec aussi. Les rues, il y a beaucoup de commerces qui sont fermés. On les laisse fermer. Mm-hmm. On n'incite pas les propriétaires, soit les transformer en logement, faire quelque chose pour ça. Donc, l'accès à la propriété affecte énormément les gens. Mais on a une mentalité aussi que dès que tu as un propriétaire, il veut t'exploiter en mettant ton loyer. On a vendu ça. La gauche a vendu ça tellement vrai que maintenant, les propriétaires sont pognés à la gorge. Ils n'entretiennent pas leur loyer et vous êtes pognés à vivre dans des taudis sans aide du gouvernement. Là, je t'arrête 2 secondes parce que tu dis des éléments importants. Avant de continuer, je rappelle aux gens qui nous écoutent, ils sont de plus en plus nombreux. Jusqu'à 9 h, les gens qui vont me texter via l'application ou le numéro de téléphone que vous avez pour nous rejoindre par texto, on va attribuer à la fin de l'émission un petit 50$, un beau gros petit 50$ de la fromagerie Victoria dans la région de Québec. Alors, je prendrai vos coordonnées. Alors, quand vous allez m'écrire, juste inscrire votre prénom. Ça, c'est hyper important. Bon, justement hier, parce que je le disais en début de show, le gouvernement... Puis on va revenir tantôt sur Drainville parce que j'ai une question pour toi puis sur Christine. Mais je veux qu'on fasse du fédéral un peu. On est là-dessus. Bon, on a tendance à oublier que c'est un gouvernement minoritaire.
Mark Ouais. Carney est beaucoup dans les avions. J'espère qu'il n'y a pas de problème avec les oreilles parce que, moi, dire une chose, qu'il est beaucoup plus dans les airs qu'à terre. Hier, il fait une annonce. Bon, pour aider les familles, entre autres, si vous êtes seul, vous allez avoir une bonification, un genre d'aide alimentaire, etc. Vous allez ramasser dans les prochaines années, ça va passer de 400 à 700-800 piastres. Et pour les familles, c'est un montant aussi qui est à peu près le double. Bon, c'est encore beaucoup de fric. Je pense que c'est 8 milliards dans les prochaines années, puis 13 ou 14 milliards là, à moyen terme. C'est beaucoup Oui. de fric. Est-ce que c'est, selon toi, une bonne mesure, contrairement, mettons, à Justin Trudeau qui donnait des crédits, je pense, de TPS, mais que les gens n'avaient pas l'impression de voir, de toucher, de sentir? C'est une mesure électorale, selon toi, avec Carney, ce qu'il a fait hier? Ben, ça passe presque dans le beurre, hein. Je pense pas que les familles aujourd'hui se disent enfin on est aidé, on va payer moins. La plupart des gens ne payent déjà pas de taxes. Ceux qui en ont besoin, ils vont avoir un crédit de TPS, mais il a choisi la journée de la rentrée parlementaire. Qu'est-ce que ça dit par rapport à ça? C'est pas important d'aller en chambre. Je vais faire des annonces où je vais dépenser. Parce que là, en ce moment, on a parlé de Trudeau qui était très dépensier, puis j'ai aimé le Mark Carney qui s'est présenté à Davos la semaine passée, qui a fait un speech. Mais en même temps, il a reculé. Il faut gérer c'est bien de se promener à travers le monde, faire des nouveaux deals, on en a besoin. Mais en même temps, je veux le voir gérer la province, je veux le voir affronter aussi. Ça fait partie de notre système politique, d'aller en chambre et d'affronter les questions des autres partis pour qu'on creuse un peu plus, puis voir qu'est-ce qu'il y a à nous offrir. Je pense pas que ça va faire une grosse différence. Mais ça fait 13 milliards de moins dans nos coffres. Donc, c'est encore des dépenses supplémentaires qui offrent peut-être pas assez, alors qu'on pourrait alléger l'appareil gouvernemental pour payer moins de taxes à la fin. À la fin, là, on voudrait ne pas payer de taxes. Ça n'arrivera jamais. Mais on dépense beaucoup trop pour les intérêts. Ça, un coup qu'on paye les taxes et nos impôts, ça s'en va en intérêt, ça s'en va surtout en paiement d'intérêt qui est très, très, très élevé. Là. Ouais. Notre dette par rapport aux autres pays, puis on se compare aux autres pays, elle n'est pas si immense que ça. Mais c'est parce que les autres pays ont dépassé leur limite de payer totalement. Donc, moi, j'aime pas voir des cadeaux. C'est un gouvernement minoritaire. Il y a la force en ce moment, au lieu de donner des cadeaux, il est bien mieux de prendre ça, puis s'en aller en élection, il va le remporter haut la main en ce moment pour avoir la paix pour les 4 prochaines années, parce que c'est dangereux de toujours donner des cadeaux pour acheter 2 ou 3 un peu de temps de libre. Puis on ne veut pas un gouvernement qui marchandise sa place à la Chambre des communes. Donc, si c'est pour niaiser comme ça, allons-y. Revenons avec un mandat fort pour passer à autre chose. Oui, c'est de savoir qu'est-ce qui va aider les familles. C'est de donner un 400, 500, 600 pièces, 800 pièces de plus de crédit par année si vous êtes éligible, ou pour un homme seul, c'est à peu près la moitié, ou une femme seule, ou c'est d'aider en ce qui concerne l'accessibilité, mettons, pour trouver une job. C'est ce qui va aider toujours les familles, Roby, là, dans n'importe quel pays, c'est la création d'emplois. Ouais, je Il pense. faut qu'on crée de l'emploi payant. Donc, première étape, c'est d'inciter les gens à rester à l'école le plus longtemps, les études le prouvent. Puis les aider sur le rapport d'impôt, Chris François. Mettons, moi, j'en connais qui ont 3 jobs, mais dans le fond, ils me disent, je vais en lâcher une, je paye le 3/4 en impôt. Tu sais, aider les gens, aider le monde à trouver des jobs, mais à lui donner un break sur le rapport d'impôt pour les inciter à travailler. Ben ça, les impôts, dès que tu gagnes plus, c'est pas calculé selon le nombre d'heures. Donc, si tu veux prendre 3 jobs puis tu payes beaucoup d'impôts, c'est que tu as gagné beaucoup d'argent. Là-dessus, pour moi, c'est pas par rapport au nombre d'heures. Il faut regarder le train de vie après. Ces gens-là qui sont obligés d'avoir 2-3 jobs, quel choix de train de vie qu'ils ont fait. Il y a des gens qui n'ont pas le choix. Il y a des gens qui sont pris à gorge, qui sont obligés de le faire, mais en même temps, le gouvernement n'a pas à se poser la question quel est ton train de vie? Est-ce que tu es trop endetté? Est-ce que tu fumes? Est-ce que tu bois? Est-ce que tu manges du junk food? Est-ce que tu commandes avec DoorDash, avec Uber? À un moment donné, ça fait trop de choses à contrôler. On ne veut pas aller là. Mais à un moment donné, l'impôt, si tu payes beaucoup d'impôts, c'est que tu tombes dans la catégorie des riches, selon les classes d'impôts. Et ça, on ne peut pas s'en sortir trop. À part si on veut inciter nos aînés à ne pas perdre leur chèque de pension, à ce moment-là, il faudrait réduire les impôts pour les aînés, parce que les aînés, crime. Écoute, j'ai fait le calcul, là, moi, si je prends ma pension, oubliez combien je vaux, là, si je prends ma pension à 60 ans, j'ai 707 piastres de RRQ imposable et le régime de pension 592. Donc, techniquement, à partir de 60 ans, mes parents m'ont été obligés de le prendre à partir de 60 ans. Il y avait 1000 piastres par mois pour vivre. C'est comment?
On ne peut pas vivre avec ça. Ouais. Le problème, c'est qu'on accepte la médiocrité de notre régime de pension du Canada, de la Caisse de dépôt, qui ont fait des mauvais placements qui nous donnent du rendement de 4-5 alors que le marché nous a donné du 12 dans les dernières années. Donc, il faut plus se poser des questions. Comment notre argent, parce qu'un coup qu'on cotise, là, ça s'en va dans des fonds, puis il y a des gestionnaires qui, lorsqu'on enlève sur notre paye, ces gens-là, là, s'ils géraient notre argent comme il faut, il y aurait des rendements qui auraient de l'allure. Ouais. Et les retraités pourraient avoir beaucoup plus d'argent dans leur poche. Mais c'est mal fait. Parce que, François, j'imagine là, qu'il faut que je te libère bientôt, toi. Hein? Je pense que tu pars avec ta communauté TikTok dans pas long, si je comprends un peu ton... Bon, deux choses en terminant. C'est parce que ce qui arrive aussi, là, c'est le coût de la vie. Là. Depuis, puis là, je sais qu'il faut en revenir là-dedans, là, depuis la pandémie, c'est complètement capoté. Que ce soit la valeur des maisons, je pense aux jeunes qui doivent s'acheter une maison. Je pense aux jeunes qui partent en appartement. Là. Tu sors du cégep, tu t'es fait une petite blonde, c'est sérieux. Là, ton père, le beau-père, on va t'aider, on va te donner un meuble, une télé. Là, tu regardes le prix des loyers qui reste des 4,5, des 3,5 à 1200, 1300, 1600 piastres par mois. Là, tu pars, puis OK, on va essayer de passer à travers ça. Le coût de la vie est complètement capoté. Donc, je comprends. Puis on dirait que les gouvernements, François, ils sont au-dessus de ça. Ils ne sont pas dans la réalité. Ils font semblant de travailler pour nous autres, alors que concrètement, depuis la pandémie, là, depuis que les prix ont explosé, ils font rien. C'est le troisième lien, c'est le tramway, Ils peuvent pas rien ça. faire. Oublie leur mauvaise gestion, mais le coût de la vie, si on regarde dans la pandémie, tout le monde est allé en grève. Les syndicats se sont servis de la pandémie pour dire on ne peut pas mettre les gens au chômage, on ne peut pas mettre les gens dehors. Donc, il y a eu des augmentations jusqu'à 40 Les travailleurs de l'automobile, une auto maintenant coûte le double de ce qu'elle coûtait en 2016. Pourquoi? Parce que les salaires ont explosé. On était fiers d'avoir des salaires. On a fait des grèves. On a Jack Mincing qui s'est promené de toutes les grèves pour dire qu'il faut exploiter encore plus les patrons puis tout ça, mais les patrons se sont virés de bord. Il faut qu'ils montent les prix. C'est normal quand une entreprise d'avoir une marge minimale. Donc, tout ça a augmenté. Les salaires ont explosé. Puis après ça, on se dit, oh, OK. Puis en même temps, la chaîne alimentaire a débarqué parce qu'on est habitué d'aller au restaurant. On est habitué de faire ça. On s'est mis à cuisiner beaucoup plus. Les gens, regarde pour le prix du bœuf qui a explosé. Ce qui est arrivé, le prix du bœuf explose. Donc, les gens qui ont besoin d'argent à cause de la pandémie, c'est vraiment, le prix du bœuf est un exemple frappant. Mm-hmm. À cause de la pandémie, ils vendent moins dans les restaurants. Ils sont pris avec un surplus. Ils écoulent leur stock. Et là, on achète un petit peu plus, le prix augmente, il n'y a plus de cheptel. Il manque de vaches pour faire des bébés, le prix augmente, on n'est plus capable de fournir, et là, le prix augmente de façon exponentielle. Avant qu'on surveille d'abord, on va parler d'un 7-8 ans. Dans le cochon, c'est un cycle de 18 mois parce qu'une truie est capable de donner 10-12 bébés rapidement. Donc, c'est 18 mois. Dans le cas du bœuf, on parle à peu près de 4 ans, 5 ans. Donc, le gouvernement, qu'est-ce qu'a fait le ministère de l'Agriculture, la montagne au Québec? Qu'est-ce qu'a fait Julien? Qu'est-ce qu'il fait en ce moment? Qu'est-ce qu'a fait le ministre de l'Agriculture au fédéral pour dire, hey, il faut élever des vaches? Ça, c'est le rôle du gouvernement pour dire, voici les tendances, ils doivent nous éduquer. Pas besoin de toujours donner des subventions, de dire aux gens, regardez l'opportunité. Là, on est tous fiers parce que Carney est revenu, puis je ne savais pas aussi qu'il y avait un boycott du bœuf vers la Chine. Donc là, on est tous fiers qu'on peut exporter du bœuf vers la Chine. Hey, on peut être souverain au Canada et au Québec avant d'exporter notre bœuf, avant de dépendre encore des Chinois, parce que là, ça va bien, là. Mais dans 6 mois, on va les faire chier, puis ils vont nous remettre d'autres tarifs. Là. C'est comme ça depuis tout le temps avec la Chine. Tout le temps. Mais on est fiers d'exporter, alors qu'on ne devrait pas exporter. On devrait dire, non, tu n'as pas le droit d'exporter tant qu'on n'est pas souverain ici au Canada. On veut mettre des règles, on aime ça les quotas, mais soyons au moins souverains parce que ça n'a pas de bon sens le prix du bœuf. Et le prix du bœuf qui est le plus élevé fait que le prix des œufs a augmenté parce que là, maintenant, on mange des protéines. On a des quotas ici. Il y a seulement 197 fermes qui élèvent des poules au Québec avec une moyenne de 30 000 poules. On manque d'œufs. La France manque d'œufs. On n'est pas capable d'en exporter. Puis on achète des œufs de l'Ontario. Moi, il y a des choses qui me dépassent. On parle des prix qui augmentent. Puis à un moment donné, il faut regarder notre propre nombril. Puis est-ce que notre système de quotas, dans certaines choses-là, a aidé ça? Est-ce que notre gestion et notre façon de gérer l'agriculture a été bien fait? Absolument pas. Maintenant, un coup qu'on avise les gens pour dire, faites ça, voici ce qu'on va faire, vers où qu'on s'en va, à ce moment-là, les gens vont pouvoir prendre des décisions, mais j'ai jamais vu d'annonce encore dans les journaux ou n'importe quoi.
élever du bœuf. Non, Ça devrait être partout pour inciter les agriculteurs de Ouais. se réveiller puis d'en élever, mais il n'y en a pas. c'est un excellent point. Puis j'ai jamais vu de gens autant calculer, compter. Quand tu vas à l'épicerie, là, Oui. il fut un temps où c'était presque le fun d'aller faire son épicerie. Puis, tu sais, même dans les années 80, c'était le jeu d'histoire, c'était quasiment le perron de Oui. l'église. Les familles se saluaient, puis les chums d'école, tout ça. Là, aujourd'hui, tu vas à l'épicerie, c'est stressant. Les gens calculent. Là, tu te revires de bord, tu vois une madame, elle prend son paquet de bœuf, puis elle le met dans un autre rangée parce qu'elle sait qu'elle n'a peut-être pas les moyens de le payer. L'enfant C'est veut une boîte de céréales. Non, tu vas en choisir rien qu'une, prends la plus petite. Bon, c'est triste, mais c'est rendu la réalité. Je vais te libérer pour ta communauté TikTok, puis je me garderai mes questions sur Bernard Drinville et Christine Fréchette dans 2 semaines. On va voir où ils sont rendus dans 2 semaines, Parfait. puis on pourra évaluer et analyser ça. Merci de ta présence ce matin. Hey, c'est merci. vraiment, Passe vraiment une- apprécié. Passe une belle journée, Robbie. Salut mon chum. François Lambert, que vous connaissez très bien, avec sa belle communauté. Et vous le savez, hein, Radio Crash, on est quand même pas pire écouté, même pas mal du côté de Montréal. Fait que je salue ces gens-là. Et je remercie beaucoup François. Je vous rappelle que d'ici 9 h, les gens, depuis le show à matin, les gens qui m'écrivent, m'envoient un petit coucou par texto, qui me saluent. C'est le temps, là, les habitués. C'est le temps d'aller texter. On va vous attribuer au hasard, en fin d'émission, un beau 50 $ à la fromagerie Victoria que vous pourrez dépenser dans une des fromageries Victoria de la grande région de Québec. Alors voilà, puis merci beaucoup de nous écouter. C'est vraiment apprécié. N'oubliez pas, José sera là ce midi. Je sais que Pat Raymond également va me suivre à 9h30. Il ne faut pas l'oublier. Justement, Pat va vous parler d'argent. José sera là ce midi et on aura le retour de M. Bourget un peu plus tard aux alentours de 17h. Un petit peu de musique et je vous reviens avec d'autres sujets. Stéphanie Blais aussi. Crédit Auto Saillant sera là un peu plus tard dans l'émission. Merci beaucoup d'être là. Allez texter si vous voulez gagner. Ouais, ça n'a pas été très subtil, mais j'ai dû faire mon DJ couper un peu la tourne parce que là, le temps va vite. Il est déjà à 10h10. Stéphanie Blais de Crédit Auto Saillant va s'installer vers 8h20, nous donner des trucs, des conseils. C'est peut-être la journée où on parle d'argent. Aujourd'hui, c'est peut-être ça. Mais ce mardi-là, 27 février 2026, il nous rentre dedans parce que bon, c'est un lendemain de veille de température, de tempête pour bien des gens. Comme je vous dis, Montréal, un 15-20. Toronto ont eu de 40 à 60. Québec, Lévis, Rive-Sud, Beauce, je pense qu'on peut dire qu'on est entre le 12 et 17-18. On joue à peu près là-dedans, mais on peut se consoler un peu ce matin. Puis aux États-Unis, vous le savez, il y a des endroits où ça a quand même frappé. Juste pour terminer, puis boucler peut-être un peu la boucle en ce qui concerne le coût de la vie. On le sait, là, c'est de plus en plus difficile lorsqu'on parle d'aller faire l'épicerie. Puis on est tous pareils ou à peu près. On est tous dans le même bain. On s'arrache les cheveux de sa tête. On essaie d'avoir des trucs pour s'en sortir. Il y a de la privation. Quand je dis de la privation, ça peut aller de... Tu sais, je ne veux pas faire pleurer personne. Il y a de la privation. Tu sais, il y en a qui, au lieu d'aller au restaurant 3 fois par semaine, ils y vont une fois. Au lieu d'aller au restaurant 3 fois par mois ou 2 fois par mois, ils vont une fois. Il y en a qu'au lieu d'acheter pour 100 piastres de viande par semaine, ils ont baissé parce qu'ils compensent avec d'autres choses. Fait que on a chacun nos privations, mais je pense que la plupart des gens, on a appris à se calmer le pompon un peu parce que c'est rendu complètement fou. Puis d'un autre côté, j'ai énormément de respect pour tout ce qui est domaine de la restauration. Je sais que les supermarchés, les épiceries, il y a du roulement, ça coûte cher, il y a de la perte, il y a des vols, le roulement des employés... on connaît la game. Mais à quelque part, la facture, on la paye. Et les augmentations, puis c'est quoi, la réduflation, là? Là, il y a des aliments que tu regardes. Le Joe Louis, là, ça va être d'être gros comme un bâtin, c'est un macaron. Tu sais, les anciens macarons qu'on avait quand on était jeunes, là. Ça réduit à chaque année. Il y a des affaires, tu regardes, mais ça n'a aucun bon sens. Les prix augmentent. En ce qui concerne les loyers, c'est la même chose. Puis à travers le Québec, c'est difficile pour beaucoup de gens de passer à travers les paiements. Il y en a qui réussissent, bien sûr. Beaucoup ont 2 et 3 jobs. Tu sais, exemple, tu as ta job, tu as un sideline. Il y en a que c'est 2 jobs. Il y en a que c'est du 50, 60, 70 heures par semaine. Ou, il y en a beaucoup, travaillent la semaine et ont un sideline la fin de semaine. Vous allez me dire, oui, mais ça n'a pas commencé hier. Non, vous avez raison. Mais souvent, il y en a que c'était pour arrondir, tu sais, un petit surplus, s'en mettre un peu plus de côté pour l'achat de quelque chose. On va s'acheter un Winnebago. Ma femme puis moi, on travaille la fin de semaine. On donne un coup pendant 10 ans. On entendait beaucoup ça avant. Maintenant, vierge, je travaille la fin de semaine parce qu'il faut que je paye telle affaire, il faut payer ici, sinon on ne passera pas à travers ça. C'est pour tourner les coins ronds, c'est pour en avoir un peu plus dans nos poches à la fin du mois. Peut-être se payer un petit restaurant de temps en temps ou un petit voyage si ça va bien. François l'a dit tantôt,
On dépense, chacun fait ce qu'il veut avec son argent, puis le gouvernement n'a pas à se mettre le nez là-dedans. Juste un petit audio sur la réalité et quelques pourcentages en ce qui concerne de payer la facture du loyer et de se loger. Vous allez voir que c'est quand même pas drôle. Allez le voir à l'écran là, parce que ça varie d'une région à l'autre. On parle quand même de 21% des Québécois qui n'arrivent pas à payer leur loyer au moins une fois dans l'année, qui ont eu de la difficulté. Ça représente 700 000 personnes environ. Là. Et là, vous le voyez, centre du Québec, par exemple, on parle de 29% des locataires. Capitale-Nationale, 14%. Donc, dans certaines régions, c'est plus difficile que d'autres, comme à Montréal, où on sait les prix des loyers ne cessent d'augmenter. Et en effet, là, alors que la campagne électorale sera bientôt déclenchée, l'organisme Vivre-en-Ville qui représente les locataires dit c'est le temps de sonner l'alarme et de créer un registre finalement des loyers. On en terminé. Restez là. J'en ai parlé avec le directeur de OK. la... Bon, les pourcentages, comment je pourrais dire ça? Des fois, c'est dur de visualiser et d'avoir une idée, mais il faut quand même se dire, là, prenez juste autour de vous, posez des questions des fois. Vous avez des collègues de travail, des amis, des voisins avec qui vous jasez, de la parenté. C'est le fun de prendre un café et d'avoir la réalité, puis de savoir ce que les autres en pensent, puis de voir à travers ça. Puis je sais qu'il y en a beaucoup de jeunes qui en arrachent. Je sais qu'il y en a que ça va super bien. Il y en a qui ont de l'aide. De plus en plus, hein, les héritages se donnent de leur vivant, c'est-à-dire nos parents, nos grands-parents, ben, c'est de leur vivant. Il y a eu comme une transition là, depuis plusieurs années, même dans l'achat des maisons. Moi, ce qu'on me raconte, c'est que de plus en plus de parents vont aider carrément les enfants. Parfait. T'embarques d'une surenchère, on est capable de donner jusqu'à tel montant. Moi, on m'a déjà raconté, tu sais, le parent là, qui veut aider ses enfants, appeler courtier immobilier et dire, OK, le 20 000 de plus, là, s'il faut 20 000 de plus, va chercher à la maison à ma fille, m'a te faire un chèque, tu leur dis pas, la vie est belle, puis on passe à un autre appel. Parce que je comprends qu'il faut avoir les moyens. Mais il y a beaucoup de gens qui se font aider, des gens de 50, 60, 40, 30 ans par leurs parents, ceux et celles qui peuvent en donner un peu de leur vivant ou commencer à en donner, parce que c'est deux mentalités complètement différentes. Moi, mon père a 90 ans, ben eux autres, dans le temps, un héritage, tes parents mouraient, puis là, tu avais un héritage. 100%, c'était ça. Maintenant, comme je vous dis, il y a comme une transition. Les parents aident leurs enfants le plus qu'ils peuvent avec ce qu'ils ont, les moyens qu'ils ont de leur vivant et surtout de plus en plus pour l'achat de maison. C'est quand même assez courant, on le voit de plus en plus. Petite anecdote. Puis je vous rappelle, si vous me textez jusqu'à 9h ce matin, vous risquez de gagner 50 $ dans l'une des fromageries Victoria de la région de Québec de votre choix. Il suffit tout simplement de me texter via l'application de Radio Crash et au moins d'inscrire votre prénom, de me dire d'où vous m'écoutez, de me faire un petit coucou. Toujours le fun de savoir que vous êtes là. Hier, je vais faire une petite commission. Il faut que j'aille à la quincaillerie pas loin d'ici. Et j'avais une petite commission rapide à faire. Petite quincaillerie de quartier qu'on essaye d'encourager, mais le genre de quincaillerie où, une fois sur deux, tu sors de là en crise parce que il n'y a pas ce que tu as de besoin. Ben bref, ceci étant dit, c'est pas ça mon point. Je reviens par la rue principale qui me ramène dans mon quartier. Au loin, je vois un espèce de gros camion qui remorque un camion cube d'une entreprise alimentaire. Quand même un bon camion cube, donc remorqué par un gros camion, une grosse affaire. Et là, dans cette rue-là principale qui me ramène dans mon quartier, il y a une école primaire à ma droite. Et là, comme lorsqu'on conduit, c'est pas pire de regarder en avant, je vois à droite, un peu devant l'école, en biais, tout croche, une voiture style Toyota Tercel, là, 2002, 2003, 2005, sur les 4 flasheurs, parqué un peu de côté. Fait que là, mon premier feeling, c'est je me dis, la maman ou le papa s'était stationné pour aller chercher son enfant à l'école ou est rentré à l'école. C'est le premier feeling que j'ai. Là, je vois le camion, le chauffeur, il s'arrête, il regarde à sa gauche parce que l'auto est dans ses jambes, mais pas à peu près. Puis reculer avec ce qu'il y a, là, c'est pas évident. Puis il y a une question de sécurité, tout ça. Là, à un moment donné, je le vois regarder, puis il n'y a pas le choix. Je le vois commencer à reculer parce que s'il veut tourner pour s'en venir sur cette rue-là, il n'y a pas le choix de faire ça. Et là, quand il recule, je le vois passer à côté de la voiture, je le vois les mains en l'air, puis il commence à gesticuler, puis il n'a pas de l'air content, et je le comprends très bien. Et c'est là que je me dis, vierge, il y a quelqu'un dans la voiture. Fait que là, tu sais, ça n'a pas de bon sens.
Fait que là, le camion passe, puis j'y envoie la main en voulant dire « Pauvre gars, je te comprends. J'aurais dû filmer ça. » Et là, je ralentis et je passe à côté de la voiture. Ben oui, il y a quelqu'un dans la voiture. Une maman. Ouais, une maman dans sa voiture avec son cellulaire. Puis elle, là, ce qui est important, c'est de texter. Fait qu'elle a le gars à gauche qui a un gros camion, qui remorque un cube. Il y en a très, très large. C'est une question de sécurité. C'est d'un quartier résidentiel. Puis Chris n'est pas capable d'avoir assez de jugement pour reculer ou avancer, quitte à refaire un demi-tour, puis laisser le chemin au camionneur ou au remorqueur. Foutu est assez épaisse et complètement déconnectée. Puis c'est là que je me suis dit, le manque de respect, le manque de savoir-vivre. Tu sais, vous autres, là, je suis convaincu que dans la vie de tous les jours, que ce soit à votre travail, dans votre environnement, tu sais, dans votre vie de tous les jours, quotidien, la fin de semaine, mettons, si vous êtes une famille d'aréna ou que vous allez, tu sais, vous vous promenez souvent dans les événements, peu importe, je suis persuadé que vous avez constaté, comme la plupart d'entre nous, qu'il s'est passé quelque chose depuis 4-5 ans, le manque de respect, le me, myself and I, qui est de plus en plus présent, soyons honnêtes. L'attitude des gens derrière le volant, des fois, je me dis, là, je pense qu'il faudrait, puis je sais que ce serait plate, là, je pense qu'il faudrait quasiment repasser notre permis à toutes les années. Non, mais sincèrement, là, puis c'est pas, là, je m'excuse, la bonne femme d'hier, là, la jeune, là, c'est pas une question qu'elle l'a pas vue, là. Elle savait très bien que le gars était dans le camion, il avait chaud dans le crack des fesses, puis il était dans une situation vraiment plate. Puis si elle avait pris 15 secondes de sa vie, mais je ne sais pas à qui elle textait. Peut-être qu'elle était en train de texter à sa mère pour savoir c'était quoi la fameuse recette de la sauce à spaghetti familiale. Hey, c'est pas compliqué, tu recules, puis t'envoies la main au conducteur en voulant dire « Hey, regarde, vas-y, passe, puis t'as priorité. Moi, j'attends mon enfant de toute façon. L'enfant n'est même pas sorti, la cloche n'est pas sonnée, il n'y en a pas de problème. » Puis ça, c'est un exemple qui me fait dire « Hey, société, là, vraiment, là. » Fait que si vous en avez des exemples, justement, de gens qui manquent de jugement, qui ne savent pas vivre, vous pouvez me les texter via notre application. Donnez-moi des exemples ce matin, mais ça, on envoie, puis on envoie des gens qui sont de plus en plus impatients envers les autres, de plus en plus agressifs. Pas besoin d'aller loin, juste d'aller magasiner quand il y a un peu de monde. Que ce soit avant les fêtes, pendant les fêtes, après les fêtes, vous allez magasiner. C'est là que vous voyez la nature humaine des gens, de voir un peu partout comment que les gens peuvent se comporter. Mais depuis la pandémie, puis la plupart des gens, on est pas mal d'accord avec ça. Il s'est passé quelque chose. C'est plus comme avant, malheureusement. Puis cet exemple-là d'hier, vous allez me dire, c'est peut-être pas le pire exemple, mais c'est juste pour vous montrer à quel point il y en a qui se foutent ou qui se crissent d'à peu près n'importe qui, n'importe quand. C'est un manque de respect et de jugement comme j'ai rarement vu. Ouais, on m'écrit « Je suis livreur sur la route » et la personne dit qu'elle est d'accord avec moi. Bon, merci. C'est pas une obligation d'être en accord avec moi, mais je comprends très bien votre point. Et ça, c'est une chose. Je me suis toujours demandé, avec le peu de patience que j'ai, dans la société d'aujourd'hui, dans le « me, myself and I » où la plupart des gens se crissent des autres, avez-vous pensé la job de livrer dans le centre-ville de Montréal? Et j'ai même appris, puis je pourrais en parler avec Francis Tremblay demain de On the Road, parce qu'il sera là vers 8h05. Moi, ce que j'ai appris quand j'étais à Choix Radio X, en parlant avec beaucoup de camionneurs, autant en ondes qu'en dehors des ondes, il y a beaucoup de compagnies de transport, écoutez bien ça, là, pour rentrer dans la ville de Montréal, ils donnent une surprime comme conducteur ou conductrice parce que le temps que tu perds de rentrer dans Montréal, les détours, de contourner les cônes oranges comme un skieur de vitesse aux Jeux olympiques. Alors, Rouen, tu veux que je passe dans la ville de Montréal? Tu me donnes une surprime, sinon j'y vais pas. Fait qu'on est rendu là, imaginez-vous. On va parler de crédit, parce que le crédit, c'est important. Puis j'ai l'impression que le mois de janvier, tout le monde parle d'argent. Les gens se grattent la tête. On sort les calculatrices. On a des... on va changer notre façon de faire. On va faire attention. Mais la réalité, souvent, frappe à notre porte. Elle est la directrice. On parle avec Stéphanie Blais de Crédit Auto Saillant. Je l'étudie comme faux? Groupe Saillant Autocrédit. Groupe Saillant Autocrédit. Ça va me rentrer dans la tête à un moment donné. En tout cas, merci d'être là. Merci à toi de m'inviter.
C'est important ce matin parce que tu veux nous parler le fameux bureau de crédit. En bon français, un cours 101 du bureau de crédit, parce que des fois, nous autres, on est hot, on a nos applications maintenant, puis on pense qu'on connaît ça, on pense qu'on connaît toutes les subtilités, mais toi, tu es là-dedans à temps plein. Là. C'est ton gagne-pain. Là. Mais savais-tu, Robbie, qu'il y a à peu près juste le quart des Canadiens qui connaissent leur code de crédit? Donc, s'il y a juste le quart qui connaissent leur code de crédit, ça veut dire qu'il y en a le trois quarts qui n'ont jamais mis le nez dans un bureau de crédit. Là. Oh! Fait que, ça fait beaucoup de monde. Ah, ouais. Il y a de plus en plus de gens qui sont au courant parce que c'est de plus en plus facile d'avoir accès soit via ton compte Desjardins, soit via des applications. Donc, mais reste que je te dirais qu'il y a encore beaucoup de gens qui sont très peu familiers avec les bureaux de crédit. Là. Mais je te dirais que pour commencer, j'imagine que toi, tu connais un petit peu plus ton bureau de crédit, j'imagine? Ben, ce que j'allais dire, Stéphanie, oui, puis pour les gens qui nous écoutent, non seulement, c'est toi qui vas me dire si je suis dans le champ ou pas, non seulement c'est important de connaître sa cote, mais c'est important aussi de savoir, ou comme le disait si bien Yvon Deschamps, savoir ce qu'on a. Parce que s'il y a un paiement que moi j'ai fermé, là, mettons j'ai une dette que j'ai fermée il y a 3 ans, et ça m'est déjà arrivé, mais que le bureau de crédit n'a pas effacé, ça paraît dans ma note. Fait que si tu ne checkes pas en bon français, tu vas te faire jouer un tour. Mais oui, Stéphanie, je connais ma note de crédit, et c'est quand même pas si pire. Bon, c'est bien ça. En fait, il existe 2 bureaux de crédit. OK. Au Canada, il y en existe. En fait, il y en a plus que ça, mais pour ce qui est des consommateurs, on parle de Equifax et de TransUnion. Donc, ce qu'il faut savoir, en fait, c'est que Equifax et TransUnion, il y a 2 bureaux de crédit parce qu'il y a des institutions financières qui travaillent avec TransUnion, il y a des institutions financières qui travaillent avec Equifax et il y en a qui travaillent avec les deux. Donc, ce qui veut dire qu'une institution financière peut décider de juste rapporter avec un des 2 bureaux de crédit, non pas les 2 bureaux de crédit. Donc, c'est pour ça que c'est encore plus important d'aller prendre connaissance des 2 bureaux de crédit pour s'assurer que tout est OK dans les deux. Hein, parce qu'un peut être super beau, puis il peut avoir des erreurs dans l'autre parce que c'est pas les mêmes, tu sais, c'est les mêmes personnes qui rapportent, mais tu sais, c'est quand même 2 entités complètement différentes. On va se faire un petit peu d'histoire juste pour faire le tour un petit peu d'où ça provient, Equifax et TransUnion. En fait, Equifax a été créé en 1899 par les frères Cathar et Guy Walford. OK? Il y en a un qui est avocat, puis il y en a un qui travaille pour une compagnie. En fait, il est comptable dans un magasin général. Et lui, il s'est rendu compte qu'il y avait des gens qui venaient dans son magasin général, puis eux autres, ils faisaient du crédit, évidemment. Ouais. Dans ce temps-là, il écrivait, puis bon, il te faisait un bill, puis tu payais à la fin de je ne sais pas combien de temps, mais il fallait qu'à un moment donné, tu payes. Et il s'est rendu compte, lui, qu'il y avait des clients qui venaient dans son magasin, mais qui allaient dans une autre ville, dans un autre magasin, qui faisaient toujours le même scénario de mettre ça à crédit et de ne jamais payer. Un modus operandi un peu Exactement. Un peu douteux. Donc, lui a décidé de fonder cette agence-là justement pour être capable de répertorier ces gens-là, puis de pouvoir noter un peu monsieur, madame, tout le monde à qui ils font crédit et d'une ville à l'autre, puis mettre ça toujours tout à la même place pour que la compagnie X puisse appeler puis dire, ben ce client-là, il est-tu bon, il est-tu pas bon? Oui, c'est bon, parfait, ben c'est bon, je vais y prêter. Fait que c'est comme ça que ça l'a vu le jour. Ça a évolué évidemment là, de fil en aiguille. Là. C'est devenu Equifax en 1979 et de son côté, TransUnion, lui, a été créé là, en 1968, mais TransUnion est dans 24 pays, puis Equifax est dans 15 pays. Donc, c'est quand même, c'est mondial. C'est pas juste ici au Canada là, que ça existe. Là. Puis je veux juste te ramener, pour te laisser prendre ton souffle, parce que je te vois aller, là. Je veux juste te ramener, parce que quand même assez vieux pour ça, puis même toi aussi, probablement, je dis pas que tu es vieille, mais tu vas peut-être t'en rappeler. Écoute, il fut un temps, là, dans les années 80-90, mettons je partais, moi, de Saint-Henri de Lévis, j'allais magasiner aux Galeries Chagnon, on avait une carte de crédit. Ben, c'était une machine schling. Ah, donc, des fois, là, je vais être honnête avec toi, là. Mettons, tu avais une limite de 750. Là, on rentrait dans le magasin, puis on savait à peu près qu'il nous restait 100$. Mais là, on se disait, si je suis chanceux, même si j'achète pour 150, donc je dépasse de 50-75$, ils appelleront pas, puis ils vont te schling ça. Sauf qu'à l'autre bout, ben, quand tu recevais ton compte, ben, tu devais plus que la limite, puis c'était pas toujours bon. Mais c'est juste pour dire à quel point, aujourd'hui, on peut plus faire ça. Là. Je veux dire, c'est terminé, ça, là. Non, puis c'était pas informatisé comme aujourd'hui. Non, c'est ça. Là. Je ne sais pas si vous avez déjà fait le test là, d'être au guichet, mettons, à caisse en train de payer, puis d'avoir l'application ouverte de ton compte bancaire ou de ton compte de carte de crédit. Non. Puis tu feras le test, ouais. Là, tu fais ton paiement, là, puis ça va tout, puis ça apparaît
instantanément dans ton application de crédit. Incroyable. Fait que, tu sais, c'est vraiment, tout est connecté. Oh, Fait oui, que, c'est ça. maintenant, on peut plus faire ce genre de choses-là. Mais oui, effectivement, avec l'information se rendre que tu avais acheté chez Sears ou chez, tu sais, je veux dire. Ben, il y en a qui ont ça fraudé fait avec ça aussi, là. Stéphanie. Là. C'était Non, exact. bar open. OK. Puis même les informations qu'ils envoyaient, que les banques et les institutions financières envoyaient à Equifax et TransUnion, c'était des rouleaux. Là. Fait que, tu sais, on n'est plus là, on est tous rendus dans le numérique. Fait que, tu sais, c'était vraiment autre chose. Là. Mais tu sais, c'est ça. Puis, comme je disais tantôt, ben, tu sais, ça arrive qu'il y a des erreurs qui se glissent dans les bureaux de crédit. Tu sais, nous, on a des clients qui ne savaient même pas qu'il y avait des mauvaises choses, des R9 ou des R3 ou des retards dans leur bureau de crédit parce qu'ils n'étaient pas au courant. Ils n'avaient jamais porté attention à ça. Puis là, ben, ils partent pour aller s'acheter un auto en crédit régulier, hein, évidemment, comme monsieur, madame, tout le monde. Puis là, oups, ça fonctionne pas, ça pop rouge, c'est refusé, etc. Ben là, les clients font comme, mais pourquoi j'ai toujours payé mes affaires? Puis là, on se rend compte que, ben oui, mais oui, tu avais un compte, je sais pas, moi, avec une compagnie de téléphone X, puis tu as changé de compagnie de téléphone, puis il te reste un beau petit 300 $. Tu n'es peut-être pas au courant, mais qu'eux autres ont mis à ton bureau de crédit, puis que là, tu es rendu en recouvrement sur ce beau 300 $-là. Tu n'as pas payé tes disques Columbia en 1992. C'est ça, exact. Puis, tu sais, le pointage de crédit, c'est un indice. Là. On se comprend, là, tu sais, ça fait pas foi de tout. Tu sais, des fois, j'ai des gens qui nous appellent et qui nous disent, ben moi, j'ai 700 de vacant score. Ben oui, mais ça, le 700, oui, c'est un indice, mais s'il y a des choses dans ton bureau de crédit, qu'il y a des retards récents, tu étais peut-être à 830 avant, puis là, tu es rendu à 700 parce qu'il y a des négatifs dans ton bureau de crédit. Avec l'institution financière, même si tu es à 700, si elle voit que tu as des retards récents, ça se peut, elle n'ira probablement pas de l'avant non plus, là. Fait que, tu sais, c'est pas juste... Oui, ça donne, tu sais, de savoir qu'on est en... Tu sais, je sais pas si tu sais un petit peu comment ça fonctionne, mais même Equifax et TransUnion, à tel point qu'ils ont des différences, même dans les codes de crédit, tu sais, ça varie de 300 à 900 au niveau des codes de crédit, mais ils ne classent pas tous, c'est faible, moyen, bon, excellent. Ils ne classent pas tous dans le même range. C'est-à-dire que, tu sais, mettons pour eux autres, être moyen du côté de TransUnion, c'est, mettons, entre 693 et 742, ce qui est quand même, dans mon livre à moi, assez bon, là, quand tu es au-dessus de 700 dans ta code de crédit. Ouais. Mais eux autres, ils te classent ça moyen. Tandis que TransUnion, pas TransUnion, excuse-moi, Equifax, ben, à 742, t'es très bon, là. Fait que, ils n'ont pas les mêmes barèmes non plus pour qualifier là, la qualité du crédit. Je peux-tu te poser une petite question? Ben oui, vas-y. Il y a comme un mythe par rapport aux cartes de crédit. Quelqu'un qui nous écoute, exemple, qui a 3 cartes de crédit et qui s'apprête, est-ce que c'est bon d'en avoir plus que 2? Moi, j'ai déjà entendu dire plus que 2, c'est telle affaire, t'es peut-être mieux de l'enlever. C'est quoi par rapport à tes connaissances, le fameux mythe des cartes de crédit? Là, je dis pas d'en avoir 17, là. Non, je parle de 3. Puis je parle pas de carte de crédit, mettons, un 5000 $ chez Bureau. Je parle vraiment là, des Visa, Master, Capital One, etc. En fait, 2, 3 cartes de crédit, c'est pas mauvais tant qu'ils sont pas effectivement maximisés, hein, parce que, tu sais, on sait, il y a beaucoup il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de facteurs qui rentrent en ligne de compte pour impacter la cote de crédit et le fait d'avoir une utilisation au-dessus de 35-40% sur sa carte de crédit tout le temps, mais ça va faire chuter la cote de crédit. Fait que c'est pas le nombre comme la gestion. Stéphanie, c'est ça. Par contre, là, quand on passe au-dessus de 3, là, je dirais que c'est pas nécessaire. Une carte de crédit, c'est censé être utilisé de façon exceptionnelle quand on a vraiment des besoins. Je sais qu'il y a des gens qui mettent leur essence, leur épicerie et tout à là, mais il faut s'assurer d'être capable de payer le solde à la fin du mois, là, parce que sinon, les intérêts, ça va quand même assez vite. Oui, il peut arriver des choses où ce qu'on a besoin, c'est une urgence, on met ça sur la carte de crédit, puis on prend un petit peu plus de temps à leur payer. Ça, c'est correct aussi, mais il faut juste pas s'assurer que notre carte de crédit est toujours au maximum, parce que ça va faire vraiment mal sur la cote de crédit. C'est un excellent point. Et les gens que je connais qui utilisent beaucoup leur carte de crédit, mais qui la payent à la fin du mois, c'est qu'ils ont des points. Tu sais, tu as des cartes de crédit incroyables aujourd'hui. Fait qu'eux autres, ils mettent tout un sac de bonbons, sa carte de crédit. Mais on va dire une chose, quand le bill rentre, la madame est dans le bureau, puis elle signe un chèque, là, je donne une image, là, puis elle paye tout de suite, sauf qu'ils ramassent des points à tour de bras. C'est intelligent de faire ça. Oui, puis même, j'ai des gens qui font leur achat, ils vont à l'épicerie, ils arrivent à la maison, ils payent la carte de crédit. Là. La transaction est passée sur la carte de crédit, mais pas automatiquement l'argent est transféré sur la carte de crédit, ce qui est très correct parce que oui, effectivement, il y a des choses qui peuvent être intéressantes en termes de points voyage, etc. Puis même en termes de frais de transaction. Il n'y a pas de frais de transaction sur une carte de crédit. Il y en a sur ta carte de débit, mais il n'y en a pas sur ta carte de crédit. Fait que, il y a plusieurs, mais pour être en mesure de fonctionner comme ça, il faut vraiment être comme un horloge, puis il faut vraiment être responsable dans nos consommations parce que ça peut aller vite sur un méchant temps. Là, et pas à peu près. Et non,
il ne faut pas fermer ses comptes. Moi, je dirais il faut être fidèle en termes de crédit, là, parce que d'avoir des comptes récents tout le temps, ça fait aussi chuter la cote de crédit. OK. L'historique des comptes est vraiment positif là, pour la cote de crédit. Et tu me disais tantôt, j'ai fermé un compte puis je me suis rendu compte qu'il était encore sur mon bureau de crédit. En fait, c'est normal parce que c'est pas parce qu'on ferme un compte qu'il s'enlève de notre bureau de crédit. Pour ce qui est d'Equifax, là, les comptes fermés restent 6 ans dans le bureau de crédit une fois que le compte est fermé. Après ça, il va s'enlever au bout de 6 ans. Mais du côté de OK. TransUnion, il y a des gens qui vont faire le saut, c'est 20 ans. L'historique Wow. de tes crédits fermés reste très, très, très longtemps. Donc, c'est pour ça que du côté OK. de TransUnion, l'algorithme se calcule de façon différente aussi parce qu'il y a des très, très vieux comptes qui peuvent être là. Je vous confirme qu'ils n'affecteront plus la cote de crédit s'ils sont fermés, payés à temps zéro, puis vous en servez plus. Mais ils sont quand même là. Fait que, tu sais, moi, des fois, des gens m'appellent pour faire la correction de dossier de crédit, puis qui disent, ouais, mais ça, c'est fermé, je veux l'enlever. Ben non, ça ne fonctionne pas comme ça, là. Ça reste là quand même encore un certain délai. OK. Donc, fait que, tu sais, c'est ça, il y a vraiment beaucoup de facteurs. Mais, tu sais, je voudrais, pour venir à la base, là, bon, il faut évidemment savoir notre code de crédit. Il faut être capable aussi d'aller regarder un petit peu qu'est-ce que ça veut dire. Quand on ouvre notre bureau de crédit, là, on a des inscriptions. Fait que si j'ai une carte avec Mastercard, une carte avec Visa, j'ai un prêt avec la Banque nationale, j'ai un autre prêt d'auto, bien, toutes ces inscriptions-là vont toutes être séparées dans le bureau de crédit. Ce qu'il faut qu'on s'assure. Là, vous allez voir, dans le bureau de crédit, il y a des lettres puis il y a des chiffres. OK? Les lettres, ça veut dire le type de crédit. Et le chiffre, ça veut dire dans le fond, si on est à jour dans notre paiement. OK? Je vais vous dire, retenez juste un. Si c'est pas un, c'est que c'est pas bon. c'est aussi simple que ça. OK. Si à côté de la lettre, parce que la lettre, ça veut dire que c'est soit un prêt hypothécaire, soit du crédit rotatif comme une carte de crédit, soit un crédit à tempérament, qui est la lettre I, qui est un prêt auto. Fait que, OK. les lettres veulent dire vraiment le type de crédit, mais ce qui est important, c'est encore plus de regarder le chiffre. OK. Et si c'est pas un, posez-vous des questions, il y a quelque chose qui fonctionne. Mettons que pas c'est bien, 6, on est-tu dans la merde? Écoute, tu ris, mais le 6, c'est le seul chiffre qui n'existe pas. Ah, bon, ben OK. Ça veut rien dire. Il y a le 0 aussi qui veut dire que le compte est ouvert, mais qui n'a pas été encore rapporté. OK. Donc, ça veut dire, mais tout ce qui est 2, 3, 4, 5, ben 5, c'est 120 jours de retard de paiement. Mais passer ça, ben là, on va tomber en R9, OK. qui est dans le fond que le compte a été radié ou passé en recouvrement. Puis il y a des chiffres qui sont, exemple, le 7, c'est pour les gens qui ont fait des propositions aux consommateurs. Ouais, ouais. Le 8, c'est les gens qui ont fait une remise volontaire ou une reprise de possession. Fait que, tu sais, chaque chiffre veut vraiment dire une indication. Je suis tombé sur le chiffre qui n'a pas rapport. Enfin, ça, c'est mon karma. Essaye pas. Mais c'est ça. Fait que, tu sais, c'est vraiment, il faut s'assurer que tout est en R1. Et dans les comptes fermés qu'on parlait tout à l'heure aussi, même, OK, mettons qu'il arrive une bad luck, tu as une carte de crédit que, je sais pas, moi, tu as oublié de payer, puis finalement, tu es parti en voyage, tu as changé de vie, peu importe, puis elle est tombée en recouvrement. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que tout ce qui tombe en R9 ne reviendra jamais en R1. Quand c'est R9, c'est fini, ça reste là, c'est mort. OK. OK? Même si, parce que de toute façon, en R9, le compte est fermé par l'institution financière parce qu'il a été radié. Donc, en R9, on ne pourra pas faire le chemin inverse. Par contre, il faut acquitter la dette. Parce que tout le montant qui va rester pending sur le bureau de crédit, donc, mettons, tu as un 300 $ que tu dois à Visa que tu n'as jamais payé, mais lui, tant qu'il va rester dans le bureau de crédit, il va faire mal à la cote de crédit parce qu'ils vont dire qu'il y a un montant en souffrance qui n'a pas été réglé. Fait que même si on tombe en R9, on ne reviendra jamais en R1, mais c'est important d'acquitter la dette et de s'assurer que l'institution financière, parce que c'est les institutions financières qui rapportent les informations au bureau de crédit. Tu sais, quand vous dites j'ai des erreurs dans mon bureau de crédit, c'est pas nécessairement la faute de TransUnion ou d'Equifax. La majorité du temps, c'est les institutions financières, de la façon dont ils rapportent l'information. Donc c'est ça. Fait que, tu sais, il faut acquitter la dette pour qu'on s'assure que le solde soit mis à 0. C'est écrit compte acquitté pour que ça arrête d'affecter votre code de crédit. Je sais qu'on se le dit depuis longtemps, l'accessibilité au crédit, à quel point, Stéphanie, c'est rendu tellement facile. Au bout de notre cellulaire, pendant une pause publicitaire, tu écoutes Indéfendable à TVA. Pendant la pause, tu peux te ramasser une carte de crédit.
c'est un cadeau de grec en général parce que je comprends, là, on ne se gère pas de la même façon. J'ai déjà eu de la difficulté. J'ai été dans le trouble. J'ai été épais. J'ai été jeune, même si pas besoin d'être jeune pour mal se gérer. Mais tu comprends ce que je veux dire? L'accessibilité au crédit, là. Tu sais, moi, j'ai un enfant de 16 ans, là. Va falloir que tu sais, puis avec mon ex, il faut l'encadrer, l'éduquer, lui donner des trucs, des conseils, l'aider à s'autogérer. Tu sais, il n'est pas encore là-dedans, mais il s'en va vers ça parce que c'est tellement facile, c'est à bout de doigt. Ben, un, c'est facile, puis deux, c'est dommage parce qu'il y avait une partie d'éducation qui était quand même faite dans les écoles, du moins dans notre temps à nous. Et Ouais. malheureusement, toute cette portion-là est tombée à l'eau. Et puis, tu sais, on est en train de faire une formation justement qu'on va donner aux jeunes de secondaire 5 puis de ceux qui font ouais. le tremplin avec le travail, là, parce que c'est complètement... Il y en a pas, là, tu sais, il y a pas rien de ça. Les jeunes, ils rentrent dans le monde des adultes avec des cartes de crédit. Nous, on en a des jeunes qui rentrent dans nos bureaux de crédit, qui ont 20, 21 ans, puis qui font des faillites parce qu'ils ne savaient pas comment gérer leur crédit. Fait que, tu sais, on se retrouve avec des problématiques en très, très jeune âge. Fait que, tu sais, c'est sûr que si c'est ton premier crédit qui est consenti, puis que ça passe au bout, ça passe en recouvrement, puis que tu vas faire une faillite, une proposition, et ça part mal, là, tu sais. Fait que, tu sais, c'est super important de justement qu'il y ait de l'éducation au niveau des jeunes. Parce que oui, effectivement, c'est très, 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 très facile. Et c'est très facile en début. C'est très facile quand ça va bien. Mais quand ça va mal, là, c'est un peu moins facile. Exact. T'sais, ils vont toutes, les institutions financières, tant que tu vas bien payer, tant que tu vas être là, ils vont vouloir t'en donner des cartes de crédit, là, puis des prêts, puis des. Mais quand que ça va se mettre à mal aller, là, ils vont se peinturer dans le coin. Là. Ils voudront plus, là. Ils voudront plus vous aider, ils seront plus là. Il y a d'autres institutions financières qui existent, là, ce qu'on appelle en crédit spécialisé, première, deuxième, ben, en fait, deuxième, troisième chance au crédit. Mais tu sais, nécessairement, d'emblée, c'est facile. Puis dernièrement, j'ai remarqué une autre chose qui est, quand tu dis, là, c'est facile à la pause, hein, de pouvoir. Tu peux même acheter dans ta pause. Maintenant, Oui. sur ma télé, ils affichent, ils me font je sais pas si c'est tout le monde que ça la première fois de ma vie, je voyais ça. Dans ton annonce publicitaire là, sur Amazon, là, ben, il y a le petit carré en bas, puis tu peux cliquer pour le mettre dans ton panier d'Amazon. Es-tu sérieuse? Puis c'est même pas un code QR, là. Non, non, non. Tu peux juste faire ajouter au panier, puis ça va tomber dans ton compte Amazon. On est rendu là. Oui, oui. Fait que c'est très, très, très facile. Donc, c'est très facile de s'endetter. Tu sais, moi, des clients avec des cartes de crédit de 20, 30, 40 000, j'en ai vu un puis un autre. Là. Fait que, tu sais, à un moment donné, c'est sûr que tu peux pas essayer de joindre les deux bouts avec ça puis de dire, oui, je vais réussir à le payer en 26 mois. Hey, je dois 1000 pièces sur une carte de crédit puis je file mal parce que tu dis c'est quand même, tu vas me dire que c'est juste 1000 pièces, mais mettons c'est 5 paiements de 200, c'est 3 paiements de 333 pièces, mais il faut quand même les faire ces paiements-là. Puis tu sais, pour ramener aux jeunes, est-ce que mettons quand ton gars, ta fille arrive vers 18-19 ans, d'avoir mettons une première carte de crédit d'à peu près 500 $, moi je pense que c'est bon, puis tu me diras encore une fois si je me trompe, mais de lui apprendre à gérer. Exemple, tu es allé magasiner, tu as acheté pour 127 piastres de linge. À ta prochaine paye, tu remets ton 127 sur la carte de crédit. Ça peut être bon, mais il faut gérer là, avec l'enfant, il faut l'aider. Là. C'est exactement ça. Puis en fait, la carte de crédit, ça a du bon parce que ça va permettre aux jeunes de bâtir son crédit. Il n'y a pas un jeune qui va aller pour aller s'acheter un auto à 20 ans et qui n'a pas de carte de crédit. S'il n'y a pas de co-signataire parental, ça ne fonctionnera pas. Mais par contre, le jeune qui a eu sa petite carte de crédit à 500 au départ, qui a augmenté à 1000, etc., puis qui a toujours bien payé, ça va fonctionner. Là. Il n'y aura probablement pas besoin de co-signataire parental. Là. Donc, tu sais, ça vaut vraiment la peine, puis il faut les éduquer. Puis oui, c'est une bonne chose, puis honnêtement, le plus tôt possible. Parce qu'effectivement, ça vient vite là, d'avoir besoin d'un auto, d'avoir besoin d'acheter quelque chose de plus gros. Payer le cellulaire. Payer le cellulaire aussi. Là, regarde la cote de crédit quand tu vas t'acheter un cellulaire. Fait que, tout ça rentre en ligne de compte. Fait que oui, ça fonctionne pour se bâtir un crédit. Par contre, ça ne fonctionnera pas pour rebâtir son crédit. Si vous avez eu des problématiques au niveau du crédit, attendez-vous pas qu'une carte de crédit à 1000 $ va rebâtir votre crédit. C'est impossible. Des fois, les gens ils disent moi, je vais faire ça tout seul de mon bord puis je vais m'organiser. Mais malheureusement, ça ne fonctionne pas comme ça. Là. Ça prend vraiment du crédit majeur pour partir la machine quand on a eu des problématiques au niveau du crédit. Là. Avant de te libérer, tu as dit quelque chose. C'est toujours. Premièrement, est-ce que tu avais fait le tour de tes points ou il te restait une conclusion? C'est pas grave, il va nous rester beaucoup de temps pour jaser ensemble dans les prochaines semaines. OK. Non, parce que j'allais dire, tu as dit quelque chose d'accrocheur tantôt, que tu montais une formation ou que tu allais faire une formation pour les gens. J'ai-tu bien compris ça?
C'est une formation qu'on est en train de monter, là, qu'on va donner dans des écoles. Là. C'est dans ses premiers balbutiements, là, on est en train de monter cette formation-là. Effectivement, qu'on va aller, qui sera pas quelque chose de 2 heures de temps parce que les jeunes, ils vont décrocher au bout d'une demi-heure. Là. Mais tu sais, c'est vraiment pour juste savoir c'est comment ça fonctionne, qu'est-ce que c'est, puis savoir les grandes lignes, justement, pour rentrer dans le monde adulte, puis au moins être un petit peu outillé, là. Ben bravo. Donc, si je suis en train d'écouter, là, je suis un directeur d'école ou une directrice d'école, qu'est-ce que je fais pour t'avoir dans le gymnase, mettons, un vendredi midi? Ben, en fait, ils peuvent nous contacter directement. Là. On va pouvoir leur envoyer l'offre de service, là, voir exactement qu'est-ce que c'est comme mini-formation ou mini-atelier. Là. Ils peuvent nous contacter sur groupe-autocrédit.com puis on va pouvoir leur donner l'information là, pour la suite des choses. Là. Ben vraiment génial. Écoute, merci beaucoup, Stéphanie. Puis de toute façon, la chronique qu'on fait là, le show qu'on est en train de faire, je te dirais, là, 1 heure après 9 heures ou même pas, on va tomber en mode podcast. Donc, les gens qui viennent d'arriver, qui t'ont manqué, puis qui disent « Ah, j'aurais aimé ça poigner le début », vous allez pouvoir le réécouter, puis le réentendre, puis le réentendre. Toujours un plaisir de te parler. Merci beaucoup. Puis, on remet ça dans 2 semaines, puis c'est pas un sujet qui va manquer. Avec plaisir. Salut Stéphanie, merci beaucoup. Merci, bonne journée. Alors voilà Stéphanie Blais de groupe Saillant Autocrédit. Hey, c'est le fun. Aller se promener dans les écoles, faire la tournée des Grands-Ducs pour éduquer nos enfants. Oui, mais ça prend une carte de crédit. Les jeunes doivent avoir une carte de crédit. Mais je sais que c'est plate, mais c'est ça. Il faut que papa et maman aient le contrôle. Puis au lieu de dire la carte de crédit, c'est comme les on a vu ça dans les films, là, puis dans les années 50, là, des gens qui demeuraient à Québec, là, puis dans les rangs, puis en campagne. Là. Montréal, c'est la ville du démon, c'est le vice. C'est l'antichrist. Ma fille, va pas à Montréal, tu vas tomber enceinte juste à te promener dans les rues, c'est le malheur. Non, on verra pas fou, là. Tu sais, la carte de crédit, c'est liable en personne si vous n'êtes pas capable de vous autogérer. Tu sais, si vous recevez une carte de crédit de 2000 $ le lundi et que le jeudi, vous avez un solde de 1682,23, ben, tu sais, slacker un peu Amazon. Tu sais, je veux dire, faut quand même un peu respirer. Mais moi, je pense que au lieu de cacher ça à nos ados, quand je dis enfants, là, on parle de jeunes adultes, là, au lieu de cacher ça, les cartes, puis de dire faut pas qu'elle ait accès pour prendre une carte, puis bon, non, on respire. Éducation, éduquer, on s'assoit, OK, tu vas faire ta demande pour une première carte de crédit de 500 $. On va regarder ensemble quel est le profil de carte qui correspond peut-être à tes besoins. Je ne sais pas si oui, je pense que oui, ça se fait très bien. Puis après ça, mettons que c'est avec Desjardins, parfait. On fait une demande sur ça, 350 ou 500 $, première carte de crédit, puis on monte à notre enfant, parfait. On va chez Simons en fin de semaine, tu as vu une paire de pantalons à 89,99, ça fait 95 avec les taxes. Tu es certain ou certaine que tu veux ça parce que tu n'as pas encore eu ta paie? Oui, parfait. Tu mets ça sur la carte. Tu sais que tu as 30 jours pour payer. Puis normalement, là, ta prochaine paye, t'en donnes au moins la moitié, puis l'autre d'après, rapidement. Faut pas que tu dépasses les 30 jours. Moi, je pense que c'est la bonne façon de le faire, d'éduquer d'éduquer à nos enfants au lieu de cacher. Un peu comme, verra pas fou, là, la sexualité. Là. Et moi, j'envie un peu la génération de mes parents, parce que quand on avait une question sur le sexe, la première fois qu'on allait voir notre père, les gars, pour parler de sexe, et Chris, on va vous dire une chose, c'était pas compliqué, là. C'était pendant une pause, un samedi soir, de la soirée du hockey, Canadien-Boston. Fait que là, on s'assoyait dans le salon. Là, notre père se retournait, puis il nous regardait. Vous avez peut-être 2 mois qu'il ne nous avait pas vus. Puis là, il nous racontait l'histoire de l'abeille qui butine. Fait qu'eux autres, ils s'en sortaient avec ça. Aujourd'hui, essayez de dire à un ado de 14 ans, racontez-y l'histoire de l'abeille qui butine. Vous allez voir que ça butinera pas longtemps. Comprenez un peu ce que je veux dire? On est ailleurs, puis c'est bien correct. Fait que si on se cache la tête dans le sable, je suis pas sûr que c'est de même qu'on aide nos enfants. Fait que c'est dans n'importe quoi. Puis je pense qu'à écouter Pat Raymond le mardi puis le vendredi sur Radio Crash, ça nous donne des trucs aussi, ça nous donne des conseils. Le crédit, c'est important. Le crédit fait partie de nos vies et c'est même... ça peut nous aider et nous faire avancer. Mais encore une fois, il faut que ça soit fait de façon intelligente. Souvent, lorsqu'on grandit, qu'on vieillit, peu importe, là, ça prend des conseillers, des gens qui vont nous aider. Mais moi, je pense que comme parents, d'aider nos jeunes adultes à gérer une première carte, à gérer le premier paiement. Tu sais, là, l'achat d'une voiture, ta première voiture, autant pour un homme, un petit gars qu'une fille, hey, c'est le fun, c'est trippant, c'est une fierté. As-tu payé ton compte de crédit, c'est-à-dire, ouais, ton compte cellulaire? J'ai eu un courriel comme de quoi tu étais en retard. Hop, 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 hop.
peut-être un peu moins de linge, peut-être un peu moins de couche-tard, peut-être un peu moins de Salvatore, puis de payer plus tes affaires. Je pense que c'est ça un peu notre job de parents. Sinon, ça devient facile. Là. Puis je pense que parents, c'est pas facile, c'est pas évident. On peut pas toujours parler des choses le fun avec nos enfants. Donc, puis d'écouter Netflix en famille. C'est de prendre des positions, puis c'est d'éduquer, puis de parler, puis ramener à l'ordre. En tout cas, je ne dois pas être le seul à penser ça. Vous êtes tous d'excellents parents. Je suis convaincu. Un peu de musique pour mettre un peu de beat dans ce show-là. Merci d'être là. Merci d'écouter Radio Crash. On est là jusqu'à 9h. Il vous reste encore 7-8 minutes, les gens, pour texter pour que vous ayez une chance de gagner une carte cadeau de 50 $ d'une fromagerie Victoria de la région de Québec. Puis en passant, Michael Girard, qui est notre qui fait partie de la belle grande famille de Radio Crash, comme je vous disais en début de show, c'est sa fête aujourd'hui. Alors, on lui souhaite bonne fête, puis on le remercie. Ouais, les gens m'écrivent, est-ce que je peux participer au concours de la fromagerie Victoria? Oui, mais donnez-moi votre prénom. Ça me prend votre prénom, c'est très important. Je vous donne encore 3-4 minutes. Alors, vous allez texter votre prénom, me faire un petit coucou. Et je vous le dis, tout le monde qui m'ont écrit leur prénom dans leur texto depuis 7h30 ce matin, ben, vous allez être dans le chapeau. Mais même ceux qui m'ont écrit, ceux et celles et qui n'ont pas mis de prénom, ben juste me réécrire avec votre prénom et ça va me faire plaisir. Puis d'ailleurs, parmi les textos que j'ai reçus ce matin, il y en a un qui m'écrivait, parce que je parlais tantôt, avant de parler avec Stéphanie, des gens qui, le savoir-vivre derrière le volant existe de moins en moins. Le me, myself and I, l'agressivité derrière le volant, je pense que vous êtes d'accord avec moi, on le constate de plus en plus. C'est plus fou que jamais. Haute folie. Les gens qui textent derrière le volant, c'est pire qu'une épidémie. Et moi, j'ai un ancien voisin qui faisait de la moto l'été, parce que l'hiver au Québec, on va vous dire une chose, de bonne chance. C'est pour ça que la plupart ont un skidoo ou un 4 roues. Mais Sébastien me disait, Robbie, c'est pas compliqué maintenant, là. Quand je sais qu'une voiture s'en vient, je regarde, donc j'essaie d'avoir un contact visuel. Parce que parce que souvent les gens regardent leur cellulaire, bien souvent, ça vous arrive des fois, là, il y a une voiture qui passe à côté de nous autres, là, elle ne nous a jamais vus. La personne qui conduit ne nous a jamais vus. Hey, papa, as-tu vu l'autre bord, il y avait une belle Corvette? Corvette? Non, j'ai pas vu ça. Ben non, Chris, tu textais. Tu répondais à ta femme, tu lui demandais si c'était un pain blé entier, 7 céréales, c'est tellement important. Mais c'est un peu ça. Puis la personne m'écrivait, Robbie, le signaleur, le flasheur en bon français, est en option. Ça fait longtemps qu'on la sort, celle-là. Puis il y a une autre affaire aussi, là. Tu sais, à un moment donné, puis je vais peser mes mots ce matin. Ben oui. Tu sais, il fut un temps où on allait sur la route, on conduisait, puis là, on arrivait derrière quelqu'un de mêlé ou quelqu'un qui allait pas vite. Et mon grand-père, ça a été la légende de Saint-Henri-Lévis. Vital. Oui, il s'appelait Vital, je voulais que je vous dise. Vital, c'était une légende. Combien de fois dans ma vie, on m'a dit « Ah, m'ont dit, Robbie, ton grand-père, hier, on est allé magasiner, puis on est revenu, puis on a reconnu sa voiture. » Genre, là, qu'entre Lévis et Saint-Henri, il roulait à peu près 43 km/h. Oh mon Dieu Seigneur, je me suis fait parler de ça, ça n'a aucun sens, mais tu sais, vous savez ce que je veux dire. Il fut un temps où on suivait du monde là, qui allait pas vite ou qui était mêlé ou qui crisse les breaks ou qui tourne à droite ou à gauche sans nous avertir. Là, avant de le dépasser, qu'est-ce qu'on se disait? Pas compliqué. Un bonhomme à chapeau, une bonne femme ou une jeune. Là, on passait à côté de la voiture. Ah! Un bonhomme à chapeau! Bon. Là, aujourd'hui, là, il y a un nouveau phénomène, de gens qui savent pas où ils vont, puis qui ralentissent le trafic, qui prennent des décisions hyper dangereuses, donnent un coup de volant à droite ou à gauche, fourrent les breaks, il n'y en a pas de problème, la vie est belle. Puis là, tu regardes dans la voiture, c'est pas un bonhomme à chapeau, c'est pas nécessairement une jeune ou un jeune. Complétez la phrase, vous autres même. J'ai pas à la dire en ondes, mais je pense qu'on se comprend matin. Il y a du monde qui arrive, puis qui savent pas où ils vont, puis ils sont dangereux. Puis c'est fatigant, puis c'est tannant. Conduire une voiture, c'est une énorme responsabilité. Puis en passant, peu importe d'où on vient, il y en a que je pense que ça, cet élément-là, je pense qu'ils n'ont pas compris à quel point c'est
c'est une grosse responsabilité conduire un véhicule. Fait qu'imaginez les véhicules lourds, etc. On tombe vraiment, vraiment ailleurs. Là. On me dit à cause du GPS, puis même les gens qui reculent aujourd'hui dans les centres commerciaux, faites attention à ça. La plupart des gens se fient seulement qu'à la caméra. Faites attention, ça peut jouer des tours. La caméra, oui, c'est le fun, c'est pratique. Mais faut, tu sais, des fois, là, vous n'êtes pas tous des monsieur et des madame pas de coups. Là. Des fois, ça revirait là, physiquement. Là. On est capable encore de le faire. Hop, moi, je viens de le faire pendant que je vous parle. Hop, je regarde à gauche. Hop, je regarde à droite. Puis j'ai pas mal au cou, là, mais je m'organise. Non, mais sincèrement, c'est juste de faire attention. Parce que moi, ça me fait freaker un peu. Il y a des gens qui ne se fient qu'à leur caméra. Mais bref, oui, puis je comprends qu'avec le GPS, c'est pas compliqué. On met le cellulaire, on paye un piton, mais c'est pas vrai que tous les gens qui conduisent mal ou qui font des erreurs derrière le volant regardent leur GPS. Il y en a, mais c'est pas seulement que ça. Mais la technologie a du bon et du moins bon, tout dépendant comment on l'applique, tout simplement. C'est pas compliqué. Ce matin, vu que c'est les gens de la Beauce, c'est des gens extraordinaires. On aime tout le monde, mais c'était des gens extraordinaires, puis ils me soulignent leur présence régulièrement, les gens de la Beauce qui m'écoutent. Alors, c'est Sandra de Tring Jonction qui met la main sur le 50 $ pour la fromagerie Victoria. Alors, Sandra, je vais donner tes coordonnées à Michael. Il va sûrement prendre contact avec toi aujourd'hui ou demain. Tu pourras lui souhaiter bonne fête. Alors, voilà. Merci à tout le monde d'être là. Merci de vos commentaires. Merci d'écouter dans un premier temps Radio Crash, de nous encourager. Ben, vous voulez nous encourager, premièrement, d'écouter. Première tâche hyper importante. Deuxièmement, c'est de dire, je me répète, à votre entourage, à vos amis, d'aller downloader, télécharger l'application de Radio Crash, de leur envoyer le lien, de faire un partage. Vous faites un post, vous allez chercher le lien de Radio Crash sur Internet, vous faites un post, vous en parlez à vos collègues de travail, dans vos parties de famille, d'aller écouter les 4 stations de Radio Crash, celles que vous entendez présentement, talk et musique. On a du country, on a top 35 country, on a du rock, on a de la bonne musique, on a des gens qui font de la bonne radio. Pat Raymond s'en vient vers 9h30. José Arsenault sera là ce midi. Christian Fauché, nous aurons bien sûr Martin. Avant de vous dire, est-ce que Christian est là le mardi? Je veux juste être certain. Oui, décennie 80-90 avec notre ami Christian Fauché qu'on aime beaucoup l'après-midi. Et le matin aussi. Non, je pense qu'il est là pas mal avant midi. Christian, il fait du matin aussi un peu, le tannant. Christian, il est là le lundi matin. Il est là. Le mardi après-midi, il est là. Puis là, je regarde avec vous en même temps l'horaire. Il est là le jeudi en après-midi et le vendredi en après-midi pour notre ami Christian Fauché. Puis vous l'entendez régulièrement aussi avec José Arsenault. Le Canadien, ce soir, est en action contre Vegas. On va suivre pour vous les arrivées de Bernard Drainville, Christine Fréchette à l'Assemblée nationale. Vous allez voir de l'action, vous allez voir des gens avec eux autres, vous allez voir des gens qui vont donner leur appui. Il va y avoir des jeux de coulisses, ça va être intéressant de suivre ça, bien sûr. On va suivre aussi du côté du fédéral, Mark Carney. Il y a des gens un peu reculés par rapport à son discours à Davos. C'est un gouvernement minoritaire. Il y a des rumeurs peut-être d'élections hâtive ce printemps. N'oubliez pas, c'est un gouvernement minoritaire au fédéral. On a tendance à l'oublier. Merci beaucoup de nous écouter. On vous souhaite une maudite belle journée sur les ondes de Radio Crash. Alors, de la bonne musique et puis vous aurez Pat dans pas long. Salut tout le monde.